Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et avant de retrouver Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP Police, qui arrive dans les toutes prochaines secondes. Je salue mes camarades de la première heure. Bonsoir Victor Hérault. Bonsoir Pierre. Journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir Joseph Massé-Scaron. Bonsoir Pierre. Qu'on ne présente plus. Lisez ses livres, comme ça vous vous ferez une idée. Merci. Voilà, il y en aura quelques-uns. Et il y a aussi, sans faire d'amalgame aucun, mais beaucoup de romans noirs, dont un qui va bientôt sortir, je crois, et dont on aura l'occasion de parler. Voilà, j'espère. Merci. Voilà. Là, c'est pas un roman, c'est la réalité. Voilà, une élève de 11 ans rentre de l'école tranquillement et elle se fait assassiner de, nous dit-on, une dizaine de coups de couteau portés au thorax, portés à la gorge. On va en parler dans un instant avec le spécialiste Jean-Christophe Couvi. D'abord, en tant que être humain, père de famille que vous êtes, qu'est-ce que ça vous inspire, Joseph ? La peur avant même la colère. La peur, c'est-à-dire la peur... Maintenant, mes enfants sont grands, mais j'aurai peut-être, j'espère bientôt, de petits-enfants, et mes enfants auront cette peur de savoir, en fait, ce chemin parcouru le long de l'école, on peut plus le parcourir. C'est cette peur qui moi, me frappe, et quand je vois les réactions des mères de famille, des pères de famille devant cette école, c'est ça ce qui me frappe le plus. Il y a plus que même la colère. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, parce qu'il n'y a pas si longtemps, vous laissiez vos enfants rentrer de l'école paisiblement. Mais oui, tout à fait, parce que quand on travaille, quand les enfants n'ont qu'à faire 600 mètres ou 800 mètres en passant devant des maisons habitées, même si là il y avait le bois, ce bois, mais quand même, c'est-à-dire que c'est pas, c'est quelque chose de vraiment absolument de terrible. Donc c'est la peur. La peur, et quand je pense que quand les Françaises et les Français ont peur, le problème, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'État n'est plus dans son rôle de protection. Ouais. Et ça pose une question, à mon sens, qui est une question fondamentale. Voilà pourquoi... Parce que c'est dans la Constitution, la protection des citoyens. Bien sûr, c'était tellement inscrit. Voilà pourquoi, à mon sens, quand on dit, ou quand certains font la morale en disant il faut pas de récupération... politique. Bien sûr qu'il faut pas de récupération politique, partisane, mais d'un autre côté, il y a une récupération qui est réelle. Qui est réelle. Et cette récupération, ne serait-ce que la liste, je veux dire, Elias, Philippine, Lola, Louise, etc. Waouh, je veux dire, c'est évidemment cette récupération est saine, et cette émotion est saine. Dire il ne faut pas céder à l'émotion, si. Les gens ont raison de céder à l'émotion, totalement raison. Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est il y a ces cellules psychologiques qui vous disent attention, il y a des cellules psychologiques qui vont tout régler. Bah non, il y a aussi le droit à l'expression de l'émotion et de la peur. Victor Hérault. Alors, je ne suis pas père de famille pour ma part, mais je suis grand frère de 3 petites sœurs, dont une n'est pas loin de l'âge de Louise et dont l'autre s'appelle précisément Louise. Donc chaque notification concernant cette affaire me ramène à cette dure réalité-là. Je partage complètement le sentiment de Joseph. C'est une peur qui doit s'en suivre d'une colère, je le dis bien, c'est important, c'est une colère saine, comme dirait l'autre. Référence à Ségolène Royal. À Ségolène Royal, tout à fait, vous voyez que j'ai des références. C'est une peur, j'ai parfois laissé ma sœur effectivement faire un petit trajet, un trajet court en pensant que ce n'était pas dangereux, qu'il ne pouvait rien se passer. Là, on se rend compte quand on étudie cette affaire que la courte distance qu'il y avait entre la courte distance qu'a parcouru la très jeune Louise nous démontre qu'il n'y a pas de distance suffisamment courte pour être éloigné du danger. Et ce sont des faits qui, à une certaine époque, seraient de graves et glauques faits divers. Aujourd'hui, ce qualificatif m'insupporte concernant ces affaires, mais m'insupporte réellement, il faut bien nommer les choses. Mal nommer les choses, c'est apporter du malheur au monde. Ce sont des faits de société. La corrélation entre toutes ces affaires, le modus operandi, l'âge de la victime, le profil de la victime, et là, nous ne sommes pas en mesure de dire qui est l'assassin. Non, attendez, nous ne sommes là, pas en on est mesure. Vraiment... Mais si il y a 2 personnes en garde à vue, mais on est vraiment, pour le coup, au début de cette garde à vue. Il faut absolument pas faire de... Rien, je ne fais pas de conclusion hâtive. Mais si,
par un grand hasard, l'assassin venait à avoir un profil qui nous rappellerait certaines affaires qu'a listé Joseph, eh bien, je pense qu'il va falloir commencer à en tirer des conclusions. Bon, en tout cas, on tire aucune conclusion. On sait que le téléphone portable a été retrouvé dans le bois, donc ça n'est pas un crime pour le téléphone portable. On se souvient que près de Limoges, il y avait eu cette histoire-là. Elias, c'est pour son téléphone portable, c'est pour des vols. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un autre fait de société qui intervient, même s'il est, là pour le coup, on est en train de décorréler de cette affaire, qui est celui de, de l'hyperviolence des jeunes. Et ça, sur la violence des mineurs, on va écouter Sarah Knafo, qui était ce matin au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews. Le premier principe à avoir, c'est qu'un jeune qui tue comme un adulte doit être jugé comme un adulte. On ne doit pas regarder en fonction de l'âge, mais en fonction de la gravité du crime. Même à 12-13 ans, un jeune qui tue comme un adulte, condamné comme un adulte. Absolument, condamné comme un adulte. Si un jeune de 14 ans assassine, l'arme de coups de couteau par exemple, il doit savoir qu'il peut passer le restant de ses jours en prison. Aujourd'hui, on est dans un système où on veut protéger les jeunes de la sanction au lieu de les préserver du crime. Je pense qu'il faut vraiment supprimer ce code des mineurs qui nous enferme dans la culture de l'excuse. Il suffit pas de dire on arrête avec la culture de l'excuse, il faut en sortir. Voilà, il faut en sortir. Là-dessus, Victor Hérault ? Alors, je suis parfaitement d'accord avec Sarah Knafo. Et je vais même nuancer ce propos-là. J'ai fait du droit, je suis très attaché à l'exception de minorité. C'est un très beau principe, à mon sens. Pourquoi ? C'est un très beau principe puisque je considère effectivement que lorsqu'un mineur commet qui par définition n'a pas la conscience, le discernement qu'a un adulte, commet un acte grave où l'on comprend en tant que société que c'est parfois par un mauvais écart de vie, il est normal que la justice puisse le sanctionner différemment, moins lourdement. Là, ce ne sont pas des crimes d'enfants et un crime d'adulte, peine d'adulte, je suis 100% d'accord. Là où c'est regrettable, c'est que toutes nos œillères qui nous ont menés jusqu'à la situation d'hyperviolence de la jeunesse que l'on connaît aujourd'hui, nous obligent justement à reculer sur ces acquis qui étaient devenus des mesures judiciaires de bon sens, qui étaient par exemple l'exception de minorité. Nous sommes allés tellement loin dans l'aveuglement que nous sommes obligés de supprimer ce qui faisait la beauté de notre justice. Joseph Francescaron là-dessus. Moi j'ai tendance aussi à considérer que l'exception de minorité, ça devrait être à la main du juge. C'est-à-dire, peu importe, il ne devrait pas y avoir de barème, on dit en fonction de la gravité de l'affaire. Enfin, c'est le juge qui jugerait et il n'y aurait aucun aspect systématique. Juger du discernement de... Voilà, absolument. J'allais dire l'enfant, mais en tout cas l'enfant, l'ado, voilà. Bien sûr, parce que chaque cas est particulier. Je comprends très bien ce que veut dire Sarah Knafo. Mon interrogation, c'est que si, en effet, un enfant pour des crimes d'adultes qui était jugé comme un adulte, qu'en serait-il aussi, ça c'est une question qui à mon avis est aussi importante, de la responsabilité parentale. Ça c'est un élément. Parce que ça veut dire que la responsabilité parentale d'un coup disparaîtrait. Et ça, je pense que ce serait dommageable. Jean-Christophe Couvi vient de nous rejoindre. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national unité SGP Police. On a évidemment de tout premiers éléments, de nouveaux éléments cet après-midi qui, évidemment, ne nous permettent pas pour l'instant d'impliquer qui que ce soit, mais on a quand même cette double garde à vue. Est-ce que vous avez des détails ? Non, j'ai pas de détails. Et puis on peut comprendre que c'est sensible. C'est très sensible. Et effectivement, il faut, en tant qu'enquêteur, vous devez aussi vous mettre dans une bulle. Vous devez travailler sereinement. Et c'est vrai que vous savez très bien qu'il y a les familles qui attendent d'avoir la vérité. Vous devez ça aux familles parce que tous les policiers sont touchés par ce qui s'est passé. Et en fait, vous devez vous mettre dans votre bulle et essayer d'enlever cet affect, pour vous concentrer sur l'enquête, sur les différents scénarios. Et là, on voit d'ailleurs qu'il y a un scénario qui a fait bingo entre guillemets pour l'instant. Je prends tout avec précaution. Bingo, parce que c'est du jargon policier. Oui, ça veut dire que ça veut dire qu'on a trouvé. Voilà, parce qu'en fait, vous, au départ, quand vous constatez, vous avez les constatations et vous partez sur plein de scénarios. Donc en fait, vous êtes obligé de voir d'abord, effectivement, dans le cercle familial, essayer de comprendre un petit peu l'histoire de la famille, des enfants, etc. Savoir si cet enfant aurait pu connaître quelqu'un. Enfin bon, voilà. Donc vous partez sur plusieurs scénarios. Et l'idée, c'est de fermer les portes pour après, effectivement, se concentrer. On élimine et on fait par défaut, en fait. Sur se concentrer sur le plus probable et puis surtout sur quand vous avez les premiers éléments qui vous remontent.
Notamment, là, l'idée, c'est par exemple, effectivement, éplucher toutes les vidéos de la ville, les vidéos, mais pas que les vidéos surveillance. Il y a aussi des fois les vidéos des DAB, enfin des distributeurs de billets, des banques, les vidéos des privés, des gens, des fois, etc. Bon, des caméras. Donc, on essaye effectivement, comme un puzzle, de rassembler les pièces. On fait aussi une enquête de voisinage, ça c'est le b.a.-ba, c'est de voir vraiment si quelqu'un aurait vu quelqu'un aussi, quelqu'un de louche dans les heures qui précédaient, les jours, etc. Le bornage des téléphones, pareil, est-ce que les téléphones, est-ce qu'on aurait vu un téléphone qui apparaît dans le périmètre? Et après les enquêtes, j'allais dire, sur le corps, est-ce que le meurtre aurait eu lieu dans le bois? Est-ce que le corps a été déplacé? C'est ça. Pour l'instant, on a retrouvé le téléphone dans le bois. Ce sont des maigres petits indices qu'on a. Jean-Christophe Couvi, on va rester avec vous quelques instants supplémentaires. On va laisser passer le flash d'information et se retrouve juste après dans Europe 1 Soir. À tout de suite. 19h, 21h. Europe 1 Soir. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Toujours avec Victor Hérault de Valeurs Actuelles, Joseph Massé-Scarron et Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP Police. On est encore très très prudent évidemment sur ces profils. Évidemment, c'est le tout début de l'enquête, Jean-Christophe Couvi, mais avant que vous arriviez, on abordait cette grande question avec Joseph, avec Victor. Moi, je me souviens, on a à peu près le même âge avec Joseph. On se disait, bon, à une époque, on pouvait rentrer tranquille de l'école, même à travers un bois. Aujourd'hui, c'est plus possible. Oui, alors je me méfie aussi parce que moi, je me rappelle, mes parents petits me disaient toujours, pareil, tu ne parles pas à quelqu'un que tu ne connais pas, tu fais attention, tu fermes la porte à clé, etc. Ça a quand même toujours existé. Des vilains monsieur, on disait. Oui, des vilains monsieur, voilà. Oui, c'était ça. Vilains monsieur. Aujourd'hui, maintenant, les mauvaises rencontres, effectivement, ça peut être aussi des personnes de votre lycée, de votre collège, qui viennent pour des règlements de compte, etc. Et puis le téléphone portable a fait qu'aujourd'hui, ça attire une envie. On a vu dans le cas d'Elias, on l'a vu dans le cas de cette jeune fille à côté de Limoges. C'est le vol, la convoitise, c'est vous savez, quand vous êtes armé, encore une fois, c'est souvent aussi, c'est parce que vous voulez occuper entre guillemets un territoire, un terrain, montrer que vous avez de la valeur et donc vous sortez votre couteau, aussi pour faire peur. C'est gagner de l'estime de soi et c'est régler aussi ces problèmes parce que dans certains esprits, on n'a pas besoin ni de la police, de la justice ou des parents. On règle ces problèmes comme un homme seul. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Faire justice soi-même, je crois que c'est on sort un couteau et donc on se défend tout seul et on règle nos problèmes tout seul sans faire partie et sans justement en parler aux adultes entre guillemets. Donc ça, on le voit aussi chez les jeunes, cette propension, mais pas tous les jeunes justement. J'aime à dire qu'il y a deux sortes aujourd'hui. D'un côté, on a vu d'ailleurs aussi avec Damary Lélis, le match de football qui dégénère, où à la mi-temps, certains rentrent en opération commando et ça finit d'ailleurs par une personne qui a été poignardée, deux autres qui vont se réfugier en sautant dans l'eau pour fuir les attaquants. Et de l'autre côté, une jeunesse qui montre aussi l'exemple. Moi, j'ai la petite Violette d'Orange là qui a fait le Globe, le Vendée Globe. Elle a fait le tour de la Terre. Elle a 23 ans. Pour moi, c'est cette jeunesse là que j'aimerais bien aussi mettre en avant. C'est tous ces jeunes qui s'impliquent dans leurs études, qui veulent sortir qui veulent avoir un avenir. Voilà. Et à côté de ça, quand on les met en avant, ces jeunes là, vous avez remarqué qu'il y a on dit, voyez, oui, vous dites ça parce que elle est bien sur tout rapport, elle est blanche, etc. Donc c'est de l'extrême droite. Enfin, je veux dire, on entend tout aujourd'hui, c'est fou. Oui, mais je pense. Alors effectivement, mais je pense qu'il faut en faire fi en fait. Évidemment, il faut pas s'en occuper. Ça serait voilà. Non, mais il faut pas s'en occuper parce que c'est toujours les râleurs et toujours les ondes négatives. On a l'impression qu'ils occupent le terrain pour monter. Et j'ai aussi plein de personnes qui viennent que je connais, moi d'ailleurs aussi des collègues et des personnes autour de moi qui viennent de quartiers difficiles, qui ont une éducation parce que les parents n'ont pas lâché. Et vous savez, quand vous êtes parent, en fait, aujourd'hui, vous montrez l'exemple et c'est à travers l'exemple aussi vous que vous montrez l'exemple et que justement vous tirez vos enfants vers le haut. Voilà, mes parents n'ont pas fait des grandes études. J'en parlais hier avec Manuel Bompard de LFI. Je disais, est-ce que vous croyez encore à la méritocratie? Il me dit, pas de méritocratie. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Victor Hérault. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Vous nous parliez effectivement de RICS, de règlement de compte, de convoitise, que ce soit pour un téléphone ou autre. Là, dans ce cas particulier, moi, quelque chose qui m'interpelle particulièrement dans toute cette affaire sordide, c'est la dizaine de coups de couteau dans le corps d'une fille de 11 ans. Et je ne vois pas, on n'est pas dans le cadre d'une RICS, on n'est pas dans le cadre, si c'est un règlement de compte ou une convoitise, je ne vois pas ce qui justifie la dizaine de coups de couteau dans le corps d'une fillette de 11 ans qui est sans défense. Donc là, qu'est-ce que reflète cet acte-là? On n'est pas sur un accident, on est sur une
hyper-violence. Je pense qu'il n'y a même pas de mots pour qualifier cette hyper-violence-là. En fait, il faudra alors déjà attendre de savoir effectivement quel est l'individu et pourquoi. C'est toujours le mobile en fait. Malheureusement, dans un meurtre, on a besoin de savoir quel est le mobile. Est-ce que c'est l'acharnement sous un acte de folie? Est-ce que c'est une personne qui avait l'habitude aussi de se droguer? Vous savez, il y a beaucoup d'atteintes aujourd'hui de schizophrénie et 40% des personnes atteintes de schizophrénie sont fumeurs de cannabis réguliers. Donc il y a aussi cet aspect-là de la drogue. On voit que c'est des personnes qui sont désocialisées. Si on part sur cet individu qui est SDF à 23 ans, je me pose des questions, mais en fait, encore une fois, comment on peut laisser des enfants partir comme ça, ne pas s'en occuper, et donc du coup être livré à la rue. Et donc forcément, quand vous êtes désocialisé, que vous n'avez plus de code, plus de repères, plus rien, vous pouvez devenir un barbare. Et c'est la structuration du cerveau. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Joseph Massescaron. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est à quel point la police a agi vite dans cette affaire. A agi vite, et je trouve, en fait, je ne peux pas m'empêcher de me mettre en parallèle avec au plus haut sommet de l'exécutif, où cet élément n'a pas trouvé grâce pour être cité. Alors que en parler sans évidemment parler de l'enquête, ça va de soi, en parler signifiait tout simplement être à l'écoute des Français. Et non pas simplement, comme parfois à l'écoute d'un youtubeur islamiste ou autre, ou ce genre de plaisanterie. Donc, ne pas être à l'écoute. Donc, je vois en fait quelque chose qui fonctionne toujours, la police, avec des résultats. Et il faut le dire, et il faut le rappeler, à mon sens. Et d'un autre côté, un exécutif qui n'est pas à la hauteur du travail entrepris par la police. Mais en fait, les policiers, nous, on est au contact de la population tous les jours. Et effectivement, on a ce lien. Vous savez... c'est pour ça. La police, c'est au centre de la société. C'est le ciment de la société. On est là justement pour réguler. On est là pour protéger les citoyens. Et effectivement, on a le discours public qu'on peut entendre des fois sur les policiers, que la police tue, que la police est raciste, la police est violente, etc. Et ce que voient les gens et au quotidien. Il faut voir les effectifs de police pour dire les effectifs de police que la police est raciste. Enfin, je veux dire, c'est totalement dément. En fait, les personnes la police, c'est l'exemple même de la multiculturalité. C'est pas français ce que je viens de dire. Non, mais la diversité. La diversité, merci. Mais en fait, et de la mixité. La police est à l'image de sa société. Et moi, je pousse justement les gens qui sont les détracteurs des policiers à pousser les portes des commissariats et venir voir une photographie instantanée des policiers. Vous allez voir, vous avez un kaléidoscope de collègues qui viennent de tous les horizons et qui sont fiers déjà parce qu'ils ont cette appétence pour l'aspect républicain. En fait, c'est ce qui nous lie en fait, si vous voulez. Cet esprit d'aider les gens, d'être dans une république et de faire respecter la loi, parce que la loi c'est le contrat social. Et donc en échange, effectivement, vous êtes citoyen, vous mettez pour payer des impôts et vous mettez surtout votre vie dans les bras justement d'un État qui est là pour vous protéger. Et si l'État ne protège plus, c'est là où il y a le contrat social qui est cassé. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure avant que vous n'arriviez, et c'était écrit dans la Constitution, quand un État n'arrive plus à protéger, du coup c'est anticonstitutionnel, donc il y a un vrai problème. Pour votre Conseil constitutionnel, on en parlera parce qu'il y a différentes nominations, ça va être assez drôle. Une dernière question, Jean-Christophe Couvi. L'arme, apparemment, c'est un couteau. Le couteau, c'est tous les jours. Et on en parlait il y a encore, je crois, 3 ans avec les grandes voix. Et je me souviens très bien de Gérard Carrérou qui disait, mais vous vous rendez compte, le couteau de la taille de, je sais plus combien c'était 30 cm. C'est tous les jours le couteau. Qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, il y a aussi, le couteau c'est relié à un rituel qui est utilisé dans certains pays. Et puis, le couteau, c'est facile à se procurer, contrairement à une arme. Donc le couteau, c'est tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait contre les couteaux, Jean-Christophe Couvi? Pour moi, la loi, elle est claire. Si vous êtes en possession d'une arme, d'un couteau, vous risquez jusqu'à 1 an de prison, 15 000 € d'amende. Qui aujourd'hui
qui aujourd'hui va faire 1 an de prison, parce qu'il est possesseur d'un couteau. Personne. Personne, parce qu'en fait, on crée des lois. Voilà. Mais non, mais on crée des lois. Les lois sont là. On a un code pénal qui est quand même très sévère, un des plus sévères dans le monde. Sauf qu'en fait, encore une fois, le quantum des peines n'est jamais utilisé. C'est pareil pour la drogue, en fait. Vous avez les mêmes conséquences. Quand vous êtes usager de drogue, quand j'entends dire, oui, on est le pays plus répressif, tatati, tatata. Non, parce que la loi n'est pas appliquée. Aujourd'hui, d'ailleurs, entre guillemets, on dépénalise, puisqu'on met des amendes. Le fait déjà de dire qu'on met des amendes, c'est qu'on accepte le fait que vous allez fumer. Voilà. Rapidement, Victor Hérault. Vous accusez le couteau, mais moi, c'était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais je l'ai vu dans plusieurs films assez âgés. Les enfants se baladaient à une certaine époque avec des couteaux crantés, des opinels, ils taillaient du bois avec, il n'y avait pas tant de problèmes que ça. Vous avez je suis pas sûr que ce soit voilà, exactement, tous les scouts avaient un couteau sur eux. Je suis pas sûr que ce soit le couteau le problème. Oui, bon, enfin, je suis pas sûr que ce soit le même type de couteau non plus. Voilà. Oui, puis 9h41. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité. Dans un instant, on parle du Conseil constitutionnel. Je vois des dépêches qui tombent. Apparemment, il n'y a pas qu'un seul nom qui serait retenu. Ça va être la guerre. À tout de suite sur Europe 1. Le Top Jeu Europe 1.